Un beau samedi du mois d'août, Francisca et Marie-Thérèse mettent à exécution leur projet d'aller à Anvers. Au début du mois, époque de la moisson, il est tombé durant 14 jours des torrents de pluie et les grains qu'on s'est empressé de récolter, mais qui n'ont pas pu être rentrés, ont été emportés par les eaux. Une épizootie qui a enlevé les bestiaux en même temps que la famine produite par la perte d'une grande partie des récoltes et la mauvaise qualité de celles qu'on a pu sauver, désole la population. Or, le meilleur moyen de faire du commerce est encore de payer aux futurs clients un bon goûter dans un établissement chic d'Anvers, pense la camion. Elles ont souhaité emmener Angèle pour développer son sens des affaires et lui apprendre les premières ficelles du commerce. Celle-ci n'a toutefois accepté l'invitation qu'à condition d'être accompagnée de sa meilleure amie, Jeanne. L'autorisation obtenue de la grand-maîtresse, la petite troupe emprunte de grand matin la porte de bois au bout de la ruelle de la Serpette. L'air frisquet, chargé des senteurs de l'ondée de la nuit. Les Béguines se félicitent de porter, comme il se doit pour sortir, une surjupe, une pèlerine avec en dessous la capronne ou le capuchon. La petite a passé avec familiarité le bras sous celui d'Angèle, et les deux poussent de petits gloussements de contentement. Les deux adultes les suivent de près. Elle longe la rive nord du canal, tandis que Francisca commence à raconter, haussant la voix pour que les jeunes filles l'entendent. Dès le XIIe siècle, Bruxelles a connu une belle expansion économique grâce à l'industrie drapière, dit-elle, tandis que les deux jeunes roulent des yeux et s'échangent un regard, l'air de dire « Elle ne va quand même pas nous faire une leçon d'histoire ». Au XVe, la guerre entre la France et l'Angleterre interrompt les communications commerciales et, en la privant de la matière première, tue cette industrie qui, pendant des siècles, a été une des principales sources de richesse de notre pays. Mais pour Bruxelles, cette perte est compensée par de nombreux avantages, comme les accises sur le vin, la bière, l'hydromel, les blanchisseries, les draps mis aux rames ou aux séchoirs publics, les toiles, et aussi le pain, les pots, le poisson, le hareng, le vinaigre, les plumes et la viande, ajoute Marie-Thérèse. Si l'on y ajoute la taxe levée aux portes, le droit de bourgeoisie, l'affermage des maisons, des caves, des terres, des moulins, des fossés et des remparts appartenant à la ville, ainsi que tous les autres produits de moindre importance, on peut imaginer à quel point le revenu de Bruxelles devait être considérable pour l'époque, continue Francisca. Oui, renchérit Marie-Thérèse, c'est ainsi que la ville s'est haussée au rang des grandes cités d'art. Bruxelles possède, à côté de ses trésors d'architecture, des musées de valeur où se sont accumulés les chefs-d'œuvre de la peinture, de la sculpture et des industries d'art qu'elle n'a jamais cessé de pratiquer, tapisserie, dentelle, meubles, céramique, orfèvrerie. La dentelle est d'ailleurs à ce point réputée que les Anglais ont tenté d'imiter le point de Bruxelles, commente la première Béguine qui poursuit. Puis, au siècle passé, tandis que les autres cités de la Belgique, dévastées et appauvries par les guerres de religion, ont vu de jour en jour diminuer leur importance, Bruxelles seule a conservé sa splendeur, dit-elle avec fierté. Exact, conclut Marie-Thérèse. En perdant ses fabriques de draps, elle a su s'approprier de nouvelles industries. Les camelots et bourracans, les carrosses.
Qu'est-ce que c'est que ça ?» l'interrompt Angèle en rigolant. « Les camelots et bourracans, des tissus qui font la renommée de Bruxelles, dit Francisca, qui poursuit sa leçon d'économie. Et puis, le commerce de détail et le commerce de commission ont considérablement augmenté. La France, l'Angleterre et les Provinces-Unies sont les 3 puissances avec lesquelles nous, les Bruxellois, entretenons le plus de relations. Il faut dire que de tout temps, Bruxelles était réputée pour son excellence, complète Marie-Thérèse. Approuve Francisca. De la France, nous tirons des vins, des eaux de vie, quoique nous en fabriquions aussi, mais de qualité médiocre, du café, des étoffes de soie, des bijoux, des livres, des estampes, des fruits secs, des objets de mode et de luxe et des quincailleries. Nous envoyons des toiles, des dentelles, du fer. Presque tous nos autres produits y sont prohibés. À l'Angleterre, qui fournit des étoffes de laine, du thym et beaucoup de quincailleries, Bruxelles vend des dentelles, des toiles, différentes étoffes, des papiers et des toiles peintes. Nous expédions en Hollande beaucoup de matières brutes, des semences, des fruits, du chanvre préparé, du cuivre travaillé, mais la prohibition exclut nos draps et nos étoffes teintes. Nous en recevons du poisson, des cendres de tourbe, de la potasse, des produits de l'Inde, des papiers, des étoffes, des toiles peintes, des drogues médicinales, des fromages. Bruxelles trafique encore avec l'Espagne, d'où elle tire des vins de liqueur et des fruits, en échange de ses étoffes de laine, de ses toiles et de ses dentelles. Et avec la principauté de Liège, d'où lui viennent des armes de luxe et des peaux, et où elle envoie des étoffes, des toiles, du lin, du chanvre, et par transit des épiceries et du poisson. Tandis qu'Angèle, qui ne se doute pas un seul instant de ce qui l'attend, roule des yeux affolés vers sa jeune amie, l'air de penser « je n'arriverai jamais à retenir tout cela », cette dernière se met à siffloter l'air du « je sonne au numéro 1, je demande mademoiselle Angèle » pour la détendre, ce qui ne fait qu'agacer la novice. Inconsciente de ce jeu de regard, la Béguine poursuit. Plusieurs Italiens profitent aussi des avantages qu'on leur a promis, à savoir l'admission gratuite dans la bourgeoisie et dans le métier. Oui, ajoute Marie-Thérèse, d'ailleurs l'un d'eux a introduit à Bruxelles la fabrication du velours commun et des flanelles à la mode d'Italie. Les carrosses à vitres ont été inventés à Bruxelles et la carrosserie y a été poussée à un haut degré de perfection, continue Francisca. Un préfet a même écrit dans ses mémoires que la faïence qui sort des manufactures de Bruxelles est belle, d'un excellent usage et d'un prix modéré. Mais ce qui la distingue le plus particulièrement, c'est la qualité de sa couverte, qu'aucun degré de chaleur, aucun frottement ne parvient à détacher. Le groupe est arrivé au pont des barques qu'elle traverse. Francisca prépare son réticule à portée de main et entre la première dans le petit bâtiment juste après le pont, suivie des jeunes filles et de Marie-Thérèse. La maison est une jolie petite construction munie de façades de style espagnol et une petite tourelle carrée. C'est le bureau où l'on paye le prix du voyage pour se rendre en barque à Malines et de là prendre un bateau à voile pour atteindre Anvers. Le bureau donne accès à un embarcadère en bois séparé du reste du quai aux barques par une grille entrecoupée de pilastres de pierre, au milieu de laquelle se trouve un deuxième petit bâtiment, également doté d'un agréable petit fronton à gradins. Les béguines et les novices, bien à l'avance,
attendent debout sur le quai où Francisca poursuit sa leçon. « Savez-vous quand les travaux de ce beau canal ont commencé ?» demande-t-elle aux jeunes filles. « Oui, en 1550, répond Angèle, qui a participé en douce aux festivités commémorant le bicentenaire du début des travaux. « Très bien, la félicite Francisca, qui tend le bras vers le bassin de Sainte-Catherine. Là, dit-elle, une rue longeait vers le nord le fossé de la première enceinte et passait près d'un terrain que la ville avait acheté pour le convertir en un marais destiné à défendre la porte de Sainte-Catherine. Et par ici, du côté de notre béguinage, s'alignaient des maisons parmi lesquelles on distinguait le château ou la forteresse de Proyen. Une impasse voisine, dite l'impasse de la Table Ronde, conduisait à une ferme portant le même nom et appartenant au grand béguinage, qui, au XVIe siècle, en a fait notre blanchisserie et notre pâture. La ville a dû acheter une fraction du béguinage, quelques maisons situées dans la rue du Rosier, un quartier appelé Tniuland, qu'occupaient plusieurs habitations, une partie de l'ancien fossé venant du rempart des moines. Et notre étang dans lequel ils ont transporté les terres qui provenaient des déblais pour y former 2 digues. La cloche de la tourelle du bureau principal, munie également d'une horloge qui varie quotidiennement avec l'heure de la marée, se met à sonner pour appeler les voyageurs 5 minutes avant le départ, délivrant par la même occasion les 2 jeunes filles de leurs leçons barbantes. Jeanne, excitée par le départ, sautille de joie en frappant des mains. Comme elles en ont convenu au préalable, les adultes prennent chacune une novice par le bras pour préserver la bienséance et leur servir de chaperon. Francisca a choisi Angèle, avec qui elle souhaite s'entretenir d'un sujet délicat. « Comment vous sentez-vous » lui demande-t-elle, une fois installée sur la banquette instable. « Bien, je vous remercie. »« Vraiment ?» insiste la béguine. Tandis que la jeune Angèle acquiesce d'un signe de la tête, arborant un doux sourire timide, Francisca entre dans le vif du sujet, ne sachant trop comment y mettre les formes, et se doutant bien qu'elle en a de toute façon pour quelques heures. « J'ai appris, dit-elle, pour ton traumatisme d'enfance. » Elle est passée au tutoiement pour tenter d'atténuer un peu l'effet de ses paroles sur la pauvre fille dont les joues se sont instantanément rosées d'une pudeur embarrassée. Elle s'empresse de la rassurer. « Je te comprends, crois-moi. Je voudrais simplement te faire gagner des années. Je croyais que le viol, comme tout autre abus sexuel, était une agression dont on ne se remet jamais. Clotilde m'a enseigné le contraire, et ce fut une leçon salutaire. Je souhaite te la transmettre pour te faire gagner du temps. » La jeune fille a baissé la tête et semble regarder fixement ses mains jointes qui reposent sur sa pèlerine. « Ton corps est meurtri, c'est un fait. Nourrir des sentiments de colère, de haine, de vengeance, de rancœur ne va pas atténuer ta douleur. Aucune pensée, aucun sentiment ne va pouvoir défaire ce qui a été. Mais tu es grande à présent, tu es forte. » Francisca voit 2 larmes rouler sur les pommettes d'Angèle, qu'elle devine en proie à une souffrance déchirante. Alors que l'adolescente se triture sans ménagement les doigts tremblants, la béguine continue, accentuant la douceur de son ton qui se veut bienveillant. « Je ne te dis pas tout cela pour te blesser, pour retourner le fer dans la plaie.
Je te parle ainsi parce que je sais que de toute façon tu arriveras un jour à trouver la sérénité, à regagner ta joie de vivre, car ton âme est restée la même. Tu n'es pas né victime, tu n'as pas pour vocation de t'autodétruire. D'aucuns te qualifieront volontiers de masochiste, mais ils se trompent. Certains pensent que tu aimes te faire du mal, explicite-t-elle. C'est faux, je le sais bien. Tu n'aimes pas te faire du mal. Tu ne veux pas culpabiliser et te faire du mal. Ce que tu veux, tout au fond de toi, c'est que tout cela n'ait jamais existé. La jeune trentenaire sage, d'habitude introvertie, a posé doucement sa main sur celle de la gamine, tout en poursuivant son monologue apaisant. Tu aurais voulu être protégée, mais tes protecteurs de naissance ont failli à leur mission. C'est fait. C'est une réalité. Et c'est du passé, ajoute-t-elle après avoir inséré une pause d'une seconde. Blesser ton corps te donne l'impression d'atténuer un peu la douleur mentale, la souffrance intérieure. Mais ton âme ne souffre pas. Je vais probablement te choquer, mais celui qui est le plus à plaindre, c'est le bourreau, pas la victime. Toi, tu es resté pur, ton âme est restée pure. Tu n'as rien fait de mal, strictement rien. Pense-y. C'est terrible de porter atteinte à l'intégrité physique d'un autre être vivant. Comment vivre avec ça après ? Comment vivre avec cette culpabilité sur la conscience ? Lui a blessé son âme. Et tôt ou tard, à moins d'une maladie mentale, sa conscience va s'éveiller. Mais je ne me préoccupe pas de lui. Elle jette un bref regard sur sa gauche, vers le second couple de pèlerines anthracites qui bavardent aussi. Timide, réservée, Francisca n'est pas toujours cohérente dans son comportement. Souvent inquiète ou nerveuse, elle doute facilement de ses capacités et tend à se replier sur elle-même. Aujourd'hui, toutefois, elle s'est donnée pour mission de transmettre le relais, de passer le flambeau. À présent, la solution est d'en parler, avec détachement. Ne pas garder cela pour toi, pour éveiller les consciences, pour éduquer les jeunes garçons, les jeunes filles. Tu es une survivante, et nous le sommes toutes et tous en vérité. Chacun, chacune de nous avons subi, subissons ou subirons un jour une souffrance paraissant insurmontable. Perdre un enfant pour un père, pour une mère, par exemple, est tellement contre nature. Ou perdre un proche, perdre un membre, le sens de la vue, l'ouïe, etc. Toutes et tous avons nos deuils à faire au cours d'une vie. Ils font partie de la vie, de la mort. Le secret est que si tu y survis, c'est que tu as la force en toi d'avancer. Chuter n'est rien. Ce qui compte, c'est de se relever et de porter fièrement tes cicatrices, sans ostentation, pour aider les autres à se relever de leur deuil. Clotilde m'a dit un jour, « L'important n'est pas ce que l'on a fait de toi. L'important, c'est ce que tu vas faire de ce que l'on a fait de toi. » À la respiration apaisée de la jeune fille, Francisca sait qu'elle a atteint son but. Elle a planté une graine d'espérance dans ce jeune cœur meurtri. Pendant ce temps, Marie-Thérèse, qui a appris de la grande dame que les parents de Jeanne habitent près de l'allée verte, oriente la conversation vers le sujet.
Savez-vous qu'Isabelle, la veuve de l'archiduc Albert, s'y est rendue il y a plus d'un siècle, demande-t-elle à l'adolescente. Oui, oui, j'ai appris l'histoire avec mon précepteur. Pour prouver ses dires, la jeune fille se met à réciter les bribes de cours qui lui sont restées. L'allée verte est la promenade favorite de la bonne société bruxelloise. En 1623, Isabelle s'est rendue en pèlerinage à Laeken, accompagnée de 300 dames de sa cour et de plus de 400 béguines. Elles ont marché de la porte de Laeken à l'église Notre-Dame de Laeken, où elles ont assisté à la grand-messe chantée par des musiciens. Un dîner a ensuite été servi aux pèlerins dans les prairies voisines. 3 tables y ont été dressées, une pour la princesse et sa cour, une deuxième pour les béguines et la troisième pour les musiciens. Puis, après avoir entendu les vêpres, le cortège est revenu en procession, chantant des cantiques. Oui, et c'est alors qu'à la demande de la communauté, Sainte Bègue a été reconnue comme la patronne du béguinage, bien qu'elle n'ait eu aucune part à sa création. Il faut dire que le pays, suivant l'exemple des archiducs, se confinait dans la dévotion. L'abbé d'Orval, dans son oraison funèbre de l'archiduc, a pu dire avec raison qu'Albert avait posé la première pierre de 300 églises et chapelles, que sous son règne, il avait été créé plus de temples que pendant les 2 siècles précédents. « Je le sais bien, répond Jeanne avec aplomb. L'archiduchesse avait même adopté la robe et la règle des Clarisses. Elle faisait sans cesse des pèlerinages. Elle avait bordé le chemin qui mène à Laeken, le long du canal, de chapelles servant de station pieuse. Puis plus tard, des conspirateurs voulaient ériger les provinces en république. Dans la terreur générale, on a transporté la statue de Notre-Dame de Laeken au béguinage de Bruxelles, où tous les jours, matin et soir, l'infante venait à pied, en longeant les remparts, implorer sa miséricorde et sa protection, récite la jeune fille. Mais la pieuse coutume de visiter ces lieux à pied, à cheval ou en voiture est vite devenue une promenade chic, où chacun vient étaler son luxe. Il faut dire que l'allée est bordée de part et d'autre d'une double rangée de majestueux tilleuls centenaires. « Je sais, rétorque Jeanne. Tous les dimanches, nous allions nous promener, mes parents et moi, le long du canal. J'adorais voir les péniches à quai. La reine-mère Marie de Médicis s'est même extasiée sur la beauté de Bruxelles, que l'on appelle le Petit Paris, et surtout sur le grand nombre de carrosses qu'elle a vus au cours de l'allée verte. Il y en avait 500 à 600, ajoute-t-elle, rose de fierté. Devant la moue soudain nostalgique de la novice, Marie-Thérèse se tait, détournant le regard et le portant vers les rives du canal et les rideaux de saules têtards épais, touffus, bordant de part et d'autre les chemins de halage. Francisca, elle, a la ferme intention d'utiliser la longueur du voyage pour poursuivre son précieux enseignement. Elle qui s'intéressait déjà à la connaissance avant de rencontrer Clotilde, se passionne depuis pour les mystères, l'au-delà, les religions, la philosophie. Tu éprouves probablement des difficultés à t'aimer, à aimer ton corps depuis ton agression, reprend-elle. C'est humain, normal et compréhensible. On dit généralement qu'un enfant blessé dans son intégrité physique ne cesse pas d'aimer ses parents. Il cesse de s'aimer lui-même. Tu as peut-être déjà entendu cette recommandation qui te paraît indubitablement inaccessible. Aime-toi toi-même. La jeune Angèle, restée silencieuse, se contente d'opiner de la tête. Pendant des années, on m'a seriné qu'il est impossible d'être aimé si on ne s'aime pas soi-même. Je sais combien il est terriblement déprimant de ne pas y parvenir.
Et l'on condamne tant de gens à se sentir mal aimés par cette recommandation. Elle a mimé les guillemets, tandis que sa voix, mue par un accès de rage difficilement contenu, a grimpé dans les aigus. Elle se reprend aussitôt et dit d'une voix plus calme : « J'ai trouvé un moyen tout simple pour y arriver, et je voudrais te le partager. Sache avant toute chose que la gratitude est essentielle à l'abondance, la prospérité, la santé. Une idée pour parvenir à augmenter notre bien-être, c'est de nous réjouir de ce que nous avons déjà. Je te propose de faire un exercice tous les soirs, lors de ton examen de conscience par exemple, ou au moment de la journée qui te conviendra le mieux. Exprime au moins 3 gratitudes par jour envers toi-même. Remercie-toi d'avoir marché pour faire de l'exercice, d'avoir mangé sainement, de t'être reposé, de bien avoir rempli tes tâches qui t'ont valu remerciements, appréciation et valorisation, etc. Elle a repris sa respiration, un instant secouée par un mouvement brusque de la barque, puis continue. Au lieu de tenter de m'aimer, j'exprime de la gratitude envers mon corps. Merci de me maintenir en vie par la respiration, je n'ai rien à faire. Mon corps me permet de vivre sans qu'il soit nécessaire de faire quoi que ce soit. Gratitude aussi parce qu'il me porte là où je veux aller. Merci à mes jambes, mes pieds de me déplacer. Merci à mes yeux qui m'apportent, dès que je les ouvre, des miracles de couleurs, de formes. Merci à mes oreilles, etc. Quand il est difficile, voire impossible d'aimer quelqu'un, soi-même ou une autre personne, le premier pas à la portée de tout le monde est de ressentir de la gratitude et de la reconnaissance à son égard. Tu verras, applique ces conseils et tu te relèveras. Contrastant singulièrement avec le sentiment de paix engendré par la conversation, le ciel se couvre soudain, laissant éclater un orage court mais violent, mouillant d'une pluie froide et drue les capuches, chapeaux et couvre-chefs de toutes sortes. Sainte Barbe, priez pour nous, Sainte Barbe, priez pour nous, Sainte Barbe, priez. Tandis que ses 3 compagnes de voyage, sachant que le vent du sud-ouest, généralement humide et pluvieux, amène parfois des ouragans d'une extrême violence, les mains jointes, ont rentré la tête dans les épaules, comme piquant du nez sur leurs bas mouillés. Jeanne, la bouche en haut, les yeux levés au ciel, se demande quelle mouche les a piqués, jusqu'à ce qu'un coup de coude dans les côtes de la part de sa voisine la rappelle à l'ordre. « Répète après moi, dit Marie-Thérèse. Sainte Barbe, priez pour nous. » Précisant à toute vitesse, Barbe est l'une des saintes qui nous apporte des secours. Nous implorons son aide contre la foudre et surtout pour être sûrs de recevoir les derniers sacrements à l'heure de la mort. Sainte Barbe, priez pour nous, s'exécute l'ado qui n'en pense pas moins. C'est un réjouissant.